Salut Philippe, ça va? Salut Amaury, ça va et toi? Merci de répondre aux questions. Là, on va pouvoir parler un peu plus en détail du coup à toi qui est responsable des ventes dans une marque de kite. Donc on va voir un peu le versant commercial et un peu tout ce qui est organisation d'une marque au niveau des ventes. Mais d'abord, on va parler un peu de kite parce que ça fait quand même pas mal d'années que tu kites. T'étais un petit jeune quand t'as commencé? Petit jeune, bah oui, pour l'époque j'étais jeune, mais quand tu vois les petits jeunes d'aujourd'hui qui commencent, on était plutôt des vieux à l'époque. Ouais, effectivement, écoute, j'ai dû commencer à 17 ans et demi, 18 ans je crois, tout juste pour mes 18 ans, donc c'était il y a à peu près pas loin de 20 ans maintenant. Et tu te souviens comment ça s'est passé? T'es allé acheter au shop local ton aile? Comment ça s'est passé pour ton premier kite? C'était quoi aussi le kite? Ben, en fait, à la fin des années 90, on entendait pas mal parler, donc déjà un petit peu du kite. Il y avait pas mal de. On n'en voyait pas, mais il y avait des rumeurs, on en voyait très très rarement. Et j'avais une famille de windsurfers en Bretagne Sud, du côté de la Baule. Et ils faisaient beaucoup de windsurf. Et c'est vrai qu'on en avait entendu parler parce qu'on était un petit peu dans le milieu. Et ça, c'était donc fin des années 90. Et puis au début des années 2000, je crois que on faisait un peu de cerf-volant. Et puis un jour, je me suis baladé sur la plage. J'ai vu des kites, donc en Bretagne Nord, de là où je suis originaire, proche de Saint-Brieuc. Et ça m'a tout de suite, j'ai vu ça, c'était incroyable. Les mecs qui sautaient sur l'eau. À l'époque, il y avait très très peu de monde. Hein. Tu avais entre 2 et 3 kitesurfers à chaque session. C'était vraiment les prémices du kite, quoi. Et donc du coup, j'ai vu ça. Je me suis d'abord, je suis allé acheter un cerf-volant de traction. Et puis j'ai pas résisté quoi, même pas 2 mois après, je me suis mis à, je suis parti courir au magasin et effectivement j'ai acheté ma première aile de kite. C'était quoi ta première aile? Bonne question, la première aile. Je crois que c'était tout juste la sortie de la toute première scoop. Ta Kuhn? Ah oui, qui était une belle marque à l'époque, hein, qui était une marque assez importante en France, hein. Ouais, c'est ça, c'était une grosse marque en France, donc tu vois, je dois te dire que ça devait être peut-être au début des années 2000, de l'année 2002, je pense, quelque chose comme ça. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais à l'époque, il y avait la bande du 22. Tous tes potes, là, vous étiez un groupe d'énervés qui a progressé assez vite et qui s'est retrouvé assez rapidement sur des championnats, etc., avec Ramirou notamment. Enfin voilà, vous étiez une bonne bande, mine de rien, pour progresser. En fait, j'y pensais l'autre jour, c'est vrai que ce qui était marrant à l'époque, au début du kite, alors je fais pas partie de la vraie première génération de dinosaures du kite, nous on était un peu la seconde vague, où le kite s'était déjà démocratisé un peu plus, puisque nous on a connu les bordées, enfin on a connu le power deep power, on n'a pas connu tu vois, enfin, les lignes bloquées, enfin toutes ces choses-là, mais on est arrivé quand même au niveau de la deuxième vague. Et ce qui était marrant, c'est que quand tu arrivais, tu conduisais sur la route, et je me souviens, tu arrivais toujours un peu en hauteur et que tu voyais le spot, tu voyais toujours 3-4 kites qui étaient déjà à l'eau. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, tu étais sûr que tu connaissais tout le monde sur la plage, que c'était tous tes potes. Et aujourd'hui, quand tu le refais, c'est normal, 20 ans après, tu arrives, tu as des centaines de kites. Et voilà, c'est devenu un peu plus. Ça s'est bien démocratisé. Donc, c'est vrai que c'est marrant de connaître les débuts d'un sport en fait. Ensuite, là, vous avez pas mal progressé. Rémi, comme toi notamment, vous avez eu des deals. Toi, t'as été pris en deal chez quelle marque au début, là, quand t'as commencé à être assez bon? Alors en fait ouais, donc il y avait une belle équipe comme tu le dis, hein. Il y avait une grosse émulation sur place. On avait Antoine Auriol qui était là-bas, qui est de Saint-Brieuc, Rémi, il y avait Cyril, il y avait Valentin, enfin il y avait plein de copains qui kitaient, qui étaient tous aussi bons les uns que les autres on va dire. Et donc du coup il y avait vraiment une bonne ambiance, un bon esprit et on s'est vraiment amusé, on s'est vraiment poussé les uns les autres. Moi, mon premier magasin, c'était Planet Gliss à l'époque, donc n'existe plus aujourd'hui. Olivier, mon grand pote de Planet Gliss, qui m'a tout de suite pris sous son aile dès le départ. Et donc, le premier matériel que j'ai acheté, donc je te l'ai dit, ça a été du Takun. Et puis après, j'ai varié un peu de marque en fonction du magasin, parce que c'était le magasin qui m'aidait donc. Et donc, je suis passé par Norse. J'ai notamment eu des Rhino, les Rhino 4, qui étaient des kites fabuleux, les premiers vraiment kites qui étaient incroyables. Et puis j'ai fait un peu de neige, un peu de Cabrina pour finalement après changer et passer chez Best. Comment toi tu as vu l'arrivée des ailes à bridage parce que tu as été très rapidement navigué sur la Warhook. Bon, tu travaillais pour Best certes, mais tu étais dédié à la Warhook dès le début au final. Sur l'abridage, sur les premières Cabrina,
J'ai beaucoup navigué en Sea Shape, donc comme je te le disais, j'ai eu des scoops, des North Rhino. Après, j'ai alors adoré aussi la torche. La torche, la V2, c'était la version 2 de la torche, elle était juste incroyable. Et puis effectivement, c'était, il me semble, début de l'année 2005, fin de l'année 2004, début de l'année 2005, où on a vraiment vu l'apparition des beaux kites. Et je m'en souviendrai toujours parce que donc nous tous les riders bien sûr à l'époque c'était la pleine explosion du DOK dans Handle Pass et puis ces kites à bridage sont arrivés, ces beaux kites et alors c'était le jour et la nuit quoi, c'est à dire qu'on passait d'un ces kites qui avait du slack où la barre était plus facile à passer et donc du coup avec le temps les kites beaux bien sûr se sont démocratisés pour le grand public. Et les riders ont été un petit peu, des fois malgré eux, contraints de naviguer avec des kites beaux, surtout sur les événements, les compétitions. Et c'était pas la même, quoi. Ça tirait dur dans les bras. Alors on a découvert un petit peu, pas un nouveau sport, mais une nouvelle pratique, puisqu'effectivement après on avait des kites qui étaient devenus des parapentes, ça planait, c'était ultra sécurisant. Moi, concrètement, personnellement, je trouve et je pense que le beau kite a fait beaucoup de bien au kite, au marché du kite, à la pratique du kite et concrètement on le voit bien, le kite s'est vraiment démocratisé à partir de 2006-2007 parce que la pratique du kite était devenue bien plus accessible grâce aux ailes qui avaient un depower comme les beaux kites. C'était devenu beaucoup plus facile. Les écoles aussi ont réussi à donner beaucoup plus facilement confiance aux gens. Enfin, souvent on avait des bordés choqués qui étaient tout petits avec des ailes en C. Voilà, tu poussais ta barre, tu avais l'impression que tu pouvais, enfin, t'en pouvais plus quoi. Tu avais une plage d'utilisation qui était ultra réduite quoi. Quand je vois aujourd'hui, quand tu pousses ta barre jusqu'en haut, c'est juste incroyable quoi. C'est un sport qui est un peu différent. Et accessoirement aussi, ça a redécollé. Chose qu'avant, on a tous fait des 100 mètres nage libre, hein, à devoir mettre de l'aile sur le dos. Et... Pas que des 100 mètres, je peux te dire, on a fait des kilomètres en nage libre. Je me souviens notamment d'une session, j'y repense, où j'avais un pote qui avait une neige X2 en 16, ou X3 en 16 mètres carrés à l'époque. Donc tu vois le ratio, quoi. C'était un C profond. Et le pauvre il était dans des filières à marée basse, dans des courants, et c'était redécollable. Tu pouvais faire ce que tu voulais dans le vent light, c'était presque pas possible de redécoller ton TC kite quoi. Ouais, mais bon, ça reste des bons souvenirs. C'est pour ça, là, aujourd'hui, quand on voit comment on redécolle, c'est quand même beaucoup plus facile, hein. Mais du coup, aussi, oui, c'est vrai que tu dis l'aile à bridage, c'était dur, ça a changé le style. Après, toi, comme Gara, qui naviguait en aile à bridage sur les compètes, vous aviez un style assez poussif quand même. Donc, à la limite, avec les épaules que vous aviez, les handle pass passaient, quoi. Ouais, bon après c'est sûr que c'était on arrivait quand même à naviguer avec les ailes à bridage. Après on n'était pas tous contraints et forcés de naviguer avec des ailes à bridage. C'est sûr que on pouvait continuer à naviguer avec des C-kites, mais on nous poussait quand même un petit peu à naviguer avec des ailes en beau, quoi, des ailes grand public entre guillemets. Et ceci dit, c'était super sympa aussi parce que c'était tu découvrais des nouveaux tricks, tu avais plus de temps pour faire des board-off, pour planer, pour avoir du hang time et donc c'était aussi très agréable de naviguer avec des ailes en beau, quoi. Mais c'est vrai qu'il fallait, quand tu as été habitué à 5-6 ans de pratique, tu sais, avec un certain feeling en barre, une certaine façon de naviguer, et que tu repassais, surtout les premières cabrinas qui avaient des poulies, je sais pas si tu te souviens, sur les arrières de la barre, ça démultipliait la pression en barre. C'était des... Alors certes, ça avait du deep power, mais c'était hyper dur dans les bras, quoi. Ah oui, t'avais l'impression de faire la muscu et on en parlait aussi avec Damien de la Shockwave, hein, qui était horrible. Oh ben la Shockwave c'est pareil, je m'en souviens bien, les premières générations de Shockwave avaient des poulies. Mais bon, pour l'époque c'était génial, enfin c'était une grande évolution. Après, Peter, quand il a développé la Waru de mémoire, c'était une aile qui était assez douce en barre, hein. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'il a réussi dès le début à faire une aile quand même qui, je pense, tu voles aujourd'hui, elle est pas dégueu, hein. En fait, c'est justement aussi pour ça que Best, donc c'est le moment où la marque a explosé, c'est parce que justement, comme tu le dis, la Waru fait partie des premiers bow kites. Ce n'était pas le premier, mais on fait partie en tout cas de la toute première génération de bow kites. Il y a des marques qui n'ont pas voulu suivre tout de suite le chemin de l'elbow, mais ouais, effectivement, c'était un kite qui restait quand même malgré tout dans le milieu des kites bow, qui était quand même assez doux, si je puis dire, voilà, et pas trop tracteur. Surtout au niveau de la présence en barre dans les arrières. Et toi,
dans le cadre de tes études, du coup, t'as été travailler pour Best, du coup, pour ta licence et ton master ensuite, c'est ça? Donc, ça devait être pas mal quand même d'être dans le kite dans le cadre des études en stage. Bah, écoute, ouais, c'était plutôt une super expérience. On a passé des bons moments, des moments incroyables. On a beaucoup voyagé, beaucoup appris, aussi fait beaucoup de réseaux, connu beaucoup de personnes, appris beaucoup sur toutes les techniques, qu'elles soient commerciales ou voilà, de développement. C'est là où j'ai connu Peter également à l'époque. On a bien sympathisé, on est resté toujours très proches, la preuve. Et puis voilà, toutes ces années font que des projets naissent, des idées naissent dans ta tête et tu as envie de suivre ton propre chemin et de faire ce que tu as envie de faire. Du coup, tu as pu voir toute l'évolution, mais on va parler un peu plus de maintenant ton travail aujourd'hui, parce que donc, vous avez lancé avec Peter Elevate, ça fait plus de 3 ans maintenant. Vous faites un binôme de travail assez intéressant. Alors, la plupart des personnes ne le connaissent pas, mais ton travail aujourd'hui, concrètement, en quelques mots, qu'est-ce que c'est réellement pour toi aujourd'hui ton travail? Alors c'est vrai qu'on a tendance à avoir un produit déjà fini, c'est-à-dire on voit un kite, on voit une forme, un feeling en barre qu'on essaye, un design graphique, du marketing aussi parce que les gens voient des sites web, enfin voient le site web, voient les explications techniques sur les sites web, voient des vidéos, voient des pages dans les magazines. Mais c'est vrai qu'il y a tout un travail en amont qui est effectué que les gens ne connaissent pas forcément, ce qui est normal. C'est tout ce qui est alors le développement techniquement en lui-même, comment se fait une aile, ça c'est pas souvent trop dit ni expliqué. Mais on peut en parler facilement et je pense que tu as fait des interviews là-dessus justement déjà. Mais il y a toute la partie relationnelle avec l'usine, forecasting, production, planning, sortie, logistique, ce qu'on appelle operation. Voilà. Et c'est une sacrée part du gâteau, quoi. C'est pas rien, voilà. Ce que tu dis, c'est que le prévisionnel est fondamental parce que du coup, il y a tout cet aspect de prévision qui est énorme parce que du coup, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que des mois avant que la gamme sorte, vous avez commandé toutes les matières premières en grosse quantité, entre guillemets, vous avez discuté des couleurs, etc. Il y a déjà un travail en amont qui est nécessaire et ensuite, il y a un relationnel avec l'usine sur les quantités à produire. Ça, c'est un truc qu'on voit pas parce que le produit il arrive fini en juillet. Toi, ça fait déjà 6 mois que tu as déjà quasiment tout planifié, quoi. Nous, en fait, ouais, exactement, une marque de kite, elle travaille entre 12 et 16 mois à l'avance. Alors, c'est assez facile en fait. Quand les kites d'un nouveau millésime sortent sur le marché, nous, on a déjà anticipé et on a déjà pensé et on travaille déjà sur les couleurs, sur les idées, sur le cahier des charges et sur les shapes des prochains modèles. Voilà, donc quand les clients voient les nouveaux kites sortir, nous, on est déjà en train de travailler activement sur la prochaine saison. 16 mois parce qu'il faut qu'on donne longtemps à l'avance les productions pour les capacités de production aux usines pour réserver, si tu veux, entre guillemets, notre place sur la production. Et on va dire 12 mois parce que c'est à partir du moment auquel il faut qu'on commence vraiment à finaliser les commandes de couleurs chez les fournisseurs de matières premières qui ne sont pas les usines de fabrication. C'est encore quelque chose de différent. Donc si tu veux, il faut que les usines de matières premières produisent le matériel, donc la matière première dont nos usines de conception vont avoir besoin par la suite. Donc ça met des mois. Après, il y a l'acheminement qui met aussi beaucoup de temps. Après, il y a la fabrication du matériel. Puis, il y a encore l'expédition du matériel vers les différents centres logistiques. Donc, si tu accumules tout ça, ça prend pas loin d'un an. Et du coup, c'est vrai que tu es obligé d'avoir, en plus de ce côté prévision, un relationnel avec les magasins et les distributeurs qui te permet de déterminer quel produit tu vas faire plus, si tu vas faire plus de RS, FS, WS, OS, ou alors si tu vas miser plus sur telle couleur, etc. C'est dans le relationnel beaucoup aussi que tu détermines ce qu'ils vont avoir besoin. Au final, parce que tu as des quantités minimum, c'est ça? On a des quantités minimum, bien sûr. Après, ça dépend des usines. Hein. Pas tout le monde au travail pareil. Mais en tout cas, nous, dans les usines où on est, oui, effectivement, c'est très compliqué. Tu as un minimum de kites par taille, par modèle, quand tu envoies des productions, qui est quand même assez important. Nous, aujourd'hui, cette année, on va avoir quand même 6 modèles déclinés entre 7 et 8 tailles et déclinés en
3 ou 4 couleurs différentes. Donc ça doit faire à peu près, je n'ai pas le calcul comme ça en tête exact, mais ça doit faire pas loin de 120 ou 130 codes produits différents de kite, on parle. Donc une WS en 7 mètres carrés va exister en 3 couleurs et ainsi de suite. Donc c'est quand même, il y a quand même beaucoup de boulot, de planning en avance. Et je pense qu'aujourd'hui, la clé et le succès d'une marque de kite, je pense c'est vraiment d'essayer d'être le plus possible dans pas du flux tendu, mais essayer de viser juste en termes de production. Voilà, ne pas surproduire ne pas produire trop de kites. Voilà, et ben pas assez aussi, c'est un gros problème de ne pas pouvoir livrer tes clients. Mais trop, c'est aussi un gros, voilà, c'est bon pour personne. Donc après, c'est la première, le premier problème, c'est de pouvoir produire d'une manière globale le bon nombre de kites. Et puis après, comme tu l'as dit, par modèle. Donc le segmenter par modèle. Voilà, là c'est quand même assez facile puisqu'on arrive à utiliser un historique de vente. Voilà, des années passées, qu'est-ce qu'on a fait, quelle direction prend le marché. On sait très bien que de toutes les façons, aujourd'hui, une grande partie du marché, c'est du kite freeride. Voilà, donc ça représente un volume de vente plus important et de production pour nous. Et du coup, quand tu as un nouveau modèle, donc l'an dernier il y a eu la OS, cette année il y aura un nouveau modèle aussi. Euh, comment tu arrives à prévoir? C'est beaucoup de discussions avec les représentants locaux on va dire, le produit, certes, il est fait parce qu'il y a une demande derrière, mais aussi après, il faut le prévoir parce que du coup, c'est un nouveau produit. Tu sais pas du tout, c'est du coup là, pour le coup, tu pars d'une page blanche. C'est très très dur de lancer un nouveau produit sur tous les points de vue. Sur le point de vue de la R&D, de la production, parce que concrètement, on part à zéro, on part d'une feuille blanche. Donc, il faut faire beaucoup de prototypes, on part de zéro, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail d'un point de vue de marketing et de communication parce qu'il faut lancer la promotion d'un nouveau modèle. Donc, les gens ne le connaissent pas forcément parce qu'il n'existait pas. Donc, ça demande beaucoup d'efforts. C'est beaucoup de travail aussi en termes de mon côté, en termes de logistique, en termes de programmation, puisqu'on n'a aucun référent, aucun historique là-dessus. Donc, oui, effectivement, c'est compliqué. Comment on fait? Eh ben, on discute beaucoup, on échange beaucoup avec nos clients. Alors que ce soit les clients finaux ou nos magasins, et puis eux aussi nous drive et nous guident, puisque ce sont des modèles, typiquement tu me parles de l'aile One Strut, on est arrivé à la bourre, hein, on est arrivé après tout le monde concrètement, ça faisait déjà 2 ou 3 ans que d'autres marques sortaient des modèles One Strut si tu veux, et donc du coup nos clients nous disaient oui ça marche pas, ça ce sont les volumes, voilà. Donc on échange énormément avec nos représentants commerciaux, avec nos distributeurs, avec nos magasins, pour aussi connaître voilà, les besoins qu'ils auront pour la saison. Tout en sachant que du coup, avant, on a eu tendance à avoir des gammes qui se sont restreintes un petit peu. Là, on réélargit les gammes aussi. C'est peut-être aussi pour pouvoir satisfaire des marchés auxquels vous ne pouviez pas vous consacrer avant parce que vous débutiez aussi. C'est peut-être ça? C'est très compliqué et tu vises du doigt quelque chose qui est très important. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a souvent le reproche des gens qui nous disent mais vos gammes de kites, elles deviennent trop compliquées, elles deviennent trop étendues. Mais d'une manière globale, on le voit très bien. Les pratiques au cours des dernières années se sont ultra spécialisées. Il y a 15-20 ans, le kite, c'était du twin tip, que du twin tip. Après, on a ajouté au kite des planches de surf, des directionnelles. Après, on y a ajouté des planches de speed. Ça a fait un out complet, ça n'a jamais marché. Après, on a ajouté des foils. Après, ça s'est ultra spécialisé. Donc, quand le support sous les pieds s'est spécialisé, il a aussi fallu adapter les kites. Et concrètement, aujourd'hui, oui, un kite de vague, c'est un kite qui tourne très vite sur lui-même, qui drift. Et on arrive à mettre au point un kite vraiment spécialisé là-dedans pour s'adapter au mieux à la pratique du surf. Un kite light wind où on utilise des matériaux beaucoup plus légers, où la conception et la construction du kite est aussi elle plus légère. Quand les riders veulent naviguer dans très peu de vent, oui ça marche. Donc malheureusement oui les gammes s'étendent, mais c'est parce que c'est le marché aussi qui le demande et c'est la pratique qui le demande. Et puis effectivement comme tu le dis, aujourd'hui le kite c'est pas que la France, on kite dans peut-être 170 pays dans le monde et chacun a ses spécificités locales. Et quand tu es une marque de kite entre guillemets internationale, il faut pouvoir répondre aux attentes de tes distributeurs. Donc c'est marrant, mais si je prends quelques gros pays et que qu'on fait une analyse des chiffres,
On ne vend pas du tout le même modèle en proportion dans certains pays. On a des pays où la FS marche beaucoup mieux. Voilà. Des pays où tu n'as que du flat, où tu n'as que des plans d'eau flat, et où les mecs sont très branchés FS, en ce qui nous concerne, ou RS, enfin freeride ou freestyle. Et on a d'autres pays où tu as beaucoup de Lightwind, où c'est plus de l'AOS, d'autres pays où les mecs font beaucoup plus de vagues, tu vends beaucoup plus de WS. Donc on est obligé aussi de faire une gamme si étendue. Voilà. Mais après, du coup, le développement, du coup, certes, toi, tu as le produit qui arrive, tu le prépares et tout, mais du coup, il faut avoir confiance aussi au développement. Et ça, Peter, pour le coup, vous avez un binôme qui travaille bien parce que tu as une confiance presque aveugle dans ce que fait. Tu sais que Peter, du moins, si tu lui dis, bah, il nous faut un kite pour ce type-là, il va tout mettre en œuvre pour sortir le kite idéal. Ouais, donc on travaille d'une manière, on est très liés, c'est normal, c'est comme ça que ça doit marcher. Moi de mon côté, j'essaie de récupérer un maximum d'informations du marché, des clients finaux, des magasins, on discute, on échange beaucoup, c'est très important. On discute plusieurs fois par jour avec Peter voilà, du futur, du potentiel développement. Et puis Peter, il se met à l'action de son côté. Oui, effectivement, de toutes les façons, un partenariat, une association, il faut avoir confiance en tes partenaires. Sinon, déjà à la base, ça ne marche pas. Et bon, je pense que tu l'as vu dans l'interview de Peter, les gens le savent aussi. C'est quelqu'un qui a quand même, je crois, plus de 20 ans d'expérience dans le design des kites. Donc aujourd'hui, il arrive, en fait, si tu veux, déjà à mentaliser exactement les besoins et comment il va transcrire ça sur son logiciel de design et après dans le comportement de vol du kite. Et c'est assez bluffant parce que quand on sort des nouveaux kites, on s'est retrouvé cette année sur le nouveau kite qui va sortir, on savait quelle direction il fallait prendre. Et dès le premier sample qu'on a essayé, c'était, je dirais pas exactement ça, mais effectivement, la ligne était déjà tracée. Donc il a fallu qu'on fasse plusieurs samples, plusieurs ajustements pour développer le kite. Mais là, aujourd'hui, quand tu essayes le kite, c'est vraiment exactement ce qu'il nous fallait et c'est ce dont on avait discuté, quoi. C'est assez incroyable de pouvoir. C'est aussi pour ça, si tu veux, qu'on arrive à développer en une année 6 modèles de kite en tant de tailles différentes. C'est pas non plus facile. Ça demande beaucoup de travail. Et comme tu le sais, Peter, il passe beaucoup de temps à la plage, à tester, à redéfaire des bridages, à refaire des nœuds, à recalibrer les kites. On reçoit constamment tout au long de l'année aussi des samples des usines, de notre usine. Donc c'est un long travail bien laborieux. Bonne rigueur allemande qu'on aime bien pour les nœuds. Hein. Exactement, c'est là où c'est très important. Bien carré, bien... Voilà. Et du coup, parlons de l'usine un peu. Vous avez aussi une usine sur laquelle vous pouvez vous reposer, qui est une usine ultra fiable. Hein. Pour le coup, vraiment, la construction, elle est ultra aboutie. Que ce soit sur du sample, on a pu voir quelques samples, comme sur du produit fini. On n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes issus de la production. Hein. Alors aujourd'hui, il y a quand même globalement et nettement, et ça je le sens depuis 5 ou 6 ans, nettement moins de problèmes. Mais là, je parle d'un point de vue général à l'industrie du kite. On a connu à l'époque des bords d'attaque qui pétaient tout le temps, on a connu des valves qui se décollaient, des problèmes de masse entre guillemets, de plusieurs marques toutes confondues. Et aujourd'hui, bon alors concrètement, on est arrivé, donc l'usine particulièrement dans laquelle on est, ça fait quand même 35 ans qu'ils font de la couture, pas de kite mais de la couture de voiles de bateau, de voiles de windsurf, donc ils ont quand même déjà une certaine expérience, l'évolution, les techniques, et puis ça fait 20 ans qu'ils font des kites, et tout ça en fait si tu veux ils ont appris, c'est de l'expérience, c'est ce qui s'appelle de l'expérience, et ils ont appris, ils ont testé, les matériaux ils évoluent dans le bon sens du terme, même si des fois les gens ne s'en rendent pas trop compte, mais oui les matériaux ils évoluent, ils ont quand même considérablement évolué au fil des années, et donc aujourd'hui si tu veux, toute cette expérience cumulé et accumulé à l'usine et aussi entre les marques, mine de rien, des techniques de construction, ben ça fait qu'aujourd'hui, globalement, tous les kites qui sortent des usines sont quand même ultra fiables en termes de qualité de construction. Ouais, ce qui fait qu'on n'a quasiment plus jamais de problème. Et les gens ne se rendent pas compte souvent aussi que certes le kite est... Bon voilà, il y a des machines qui peuvent aider à la construction, mais il y a toujours une grosse part de main-d'œuvre. Hein. C'est énorme la main-d'œuvre qu'il y a sur une aile. C'est très long, hein. Un kite, faut savoir que pour un kite, ça demande un temps de travail total qui va entre guillemets on va dire de 16 à plus de 20 heures de travail manuel sur un kite. Ouais, 20 heures de travail.
Et il y a aussi un aspect qu'on voit pas, que peu de gens parlent, en fait, c'est le développement des largueurs. Parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'investissement pour vous, un largueur à préparer, c'est énorme. Tu as bien deux choses dans le kite qui sont. Alors, les millésimes des ailes de kite sont renouvelées tous les 12, 15, 18, 2 ans chez certaines marques, voilà, tous les 2 ans ou tous les 1 an. Par contre, on voit bien que les largueurs de kite, ils font 4, 5, 6, 7 années. Voilà. Et il y a une raison à ça, c'est que comme on en avait discuté déjà il y a quelques semaines, toi et moi, développer un largueur de kite, c'est très compliqué. Ça a l'air très facile. Ça demande beaucoup de prototypage, de tests, des moules, et surtout du test, du retest, de remodifier, refaire, jusqu'à temps que ce soit parfait. Donc c'est vraiment très long et très laborieux de faire un largueur de kite. Et c'est aujourd'hui aussi pour ça que quand tu as un largueur qui est fait, on ne peut pas sortir un largueur tous les ans. C'est juste, on n'a pas le temps de le faire. C'est pareil, tout s'est complexifié et les largueurs se sont quand même sacrément complexifiés au fil du temps. Le largueur, il faut savoir que c'est parti à la base, les gens n'avaient pas de largueur. On avait on avait un Wishard qu'on achetait chez un voilier. Et on faisait une boucle avec du bout tout simplement du Dynéma, on se l'accrochait. Après, il y a eu les premiers largueurs à scratch. Après, il y a eu les premiers largueurs, on va dire, en plastique, injection ou, voilà, ou push-up. Et puis maintenant, le largueur, on est arrivé à une génération où on a des largueurs à réenclenchement automatique comme des ceintures de sécurité. Donc il y a beaucoup plus de mécanique à l'intérieur des largueurs. Donc ce qui crée encore plus de problèmes. Parce qu'à l'époque, le problème sur les dernières générations de largueurs, c'était juste quand tu levais le cuff, que ça largue. Donc c'était entre guillemets encore assez facile. Aujourd'hui, il faut que tu lèves le cuff, il faut que ça largue, mais quand le cuff redescend, il faut que tu puisses le réenclencher aussi. Donc ça ajoute de la contrainte technique et c'est très compliqué. Et surtout qu'on est dans un environnement qui est pas le plus simple avec le sel de mer et le sable, qui quand même amène une contrainte énorme. Alors, il y a ça et souvent aussi on a tendance à légèrement oublier qu'on demande à un largueur de kite de fonctionner, c'est du plastique. Et le plastique, quand on connaît un peu les matériaux, le plastique c'est comme du bois, ça absorbe l'humidité. En fonction des températures, ça peut plus ou moins gonfler. Et malheureusement, on demande à des barres de kite de fonctionner l'hiver, faire du snow kite dans certains pays où il fait moins 25, moins 30 degrés, mais que ce même largueur, faut qu'il fonctionne aussi sur le sable chaud au Brésil où il fait 45 degrés, 50 degrés au soleil sur le sable. Donc si tu veux, il y a une espèce d'inertie de différence thermique entre les deux qui font qu'un largueur au final doit par exemple résister à 80 degrés de différence dans une pratique de kite. Un largueur, il est exposé aux UV toute la journée du soleil, il est exposé au sel, il est exposé au sable. Pareil, il nous est arrivé d'utiliser des largueurs, des prototypes de largueurs pendant 1-2 mois sur une certaine plage. On dit putain, c'est nickel, ça fonctionne, c'est génial, le largueur il largue. Et puis tu te retrouves à voyager sur un autre spot, tu réessayes ta barre, tu la laisses, tu grilles ton kite, il y a du vent, il y a du sable qui rentre dans le largueur et tu te dis oh, mais mon largueur il marche plus comme il marchait avant. Ben ouais, parce qu'en fait le grain du sable est complètement différent, la texture du sable est différente. Et ben tu as un largueur qui va marcher sur une plage et un largueur qui va marcher moins bien sur l'autre plage. Donc si tu veux, c'est vraiment en termes de R&D, en termes de design, il faut penser à tout. Et c'est pour ça que ça met du temps, c'est parce qu'il faut penser à tout, essayer dans toutes les conditions. Et c'est une belle aventure, c'est un beau challenge. Je le vois plutôt comme ça. Mais on y arrive et on progresse quand même. Les marques ont quand même beaucoup progressé ces 10 dernières années. C'est super, là, quand même, globalement, on a des très bons largueurs et maintenant, c'est vraiment bien. Les barres, elles ont vraiment. On demande souvent pourquoi le prix des barres a augmenté, mais bon, c'est en partie aussi pour la technicité et pas que seulement sur le largueur qui est apporté dessus. Avant, tu n'avais pas les mêmes lignes. Hein. Surtout, il faut voir quelque chose. Malheureusement, on a encore des accidents et des décès liés à la pratique du kite. Mais sincèrement, quand tu regardes aujourd'hui la dangerosité potentielle du kite, je veux dire, quand tu vas sur un spot, alors dans certains spots où le vent souffle très fort, où tu vois quand tu as 40, 50 nœuds, que des fois tu as 50 personnes sur un petit spot et que au final tu vois que le sport est quand même
ultra, quand même très sécuritaire. Et surtout s'il est pratiqué dans des bonnes conditions, avec une bonne analyse des éléments, des éléments autour de toi. Je pense qu'il y a deux choses qui font que le sport est devenu vraiment sécurisant. C'est les kites qui ont beaucoup évolué au fil des années et les largueurs qui sont devenus très bons. Mais si tu mettais le même nombre de pratiquants, je pense aujourd'hui, en 2020, qu'il y a sur les plages, avec du matos de 2002 ou 2003, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de soucis sur les spots. Ah bah déjà, on a tous déchiré une combi à l'époque avec, en se faisant tirer par notre kite sur le sable. Hein. Je pense qu'on a tous eu des petites peurs bleues et des petites nuits de cauchemar. Ouais. J'ai l'impression que tu es comme nous, en fait, tu es toujours autant passionné aujourd'hui par le sport. Quoi. C'est fou de voir ça après 20 ans. Tu te lasses pas, tu es comme nous, quand tu es sur l'eau, tu es comme un gosse. Hein. Ouais, bah c'est clair, on est des gosses, quoi. On est des rêveurs, des rêveurs et c'est aussi pour ça qu'on bosse dedans et c'est du bonheur. C'est quand tu prends des nouvelles ailes, que tu les essayes, que tu vas à l'eau. Puis il y a tout ce qui va autour du sport, les copains avec qui on kite, la beauté des paysages, être proche, on va dire aussi de la nature, de la mer, les voyages, les rencontres. C'est tout ce qui va autour du kitesurf. Le kite, c'est le vecteur qui fait que c'est une chose parmi tant d'autres. Et c'est cool, il fait connaître des personnes super comme toi. Et en tout cas, merci beaucoup Philippe pour toutes les infos que tu nous as données. Je pense que là, on a compris un peu plus le travail de préparation d'une marque, du moins pour qu'on ait nos jouets prêts à naviguer et du coup sur lesquels on peut s'amuser. Et dans tous les cas, il n'y a qu'une adresse pour le kite, c'est ataoride.com. À très bientôt sur ataoride.com.